Bonjour tout le monde, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin pour notre activité spéciale pour la Journée internationale des bénévoles, la 35e Journée internationale des bénévoles qui aura lieu demain, le 5 décembre. Donc, vous êtes presque une centaine de personnes, en fait, là, à être déjà en ligne et probablement qu'une dizaine de personnes se joindront à nous. Donc, on est très content du niveau de participation. On voit que ça fait du bien d'entendre parler de bénévolat de façon positive. Je voyais dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui écrivait merci beaucoup, c'est le fun d'entendre parler d'autres choses que de la COVID. Alors là, on va essayer d'être dans le positif avec vous ce matin. Juste avant de passer à la présentation du conférencier, j'aimerais vous rappeler que sur le site Internet du RABQ, nous avons développé une page spéciale pour le 5 décembre, donc rabq.ca/5 décembre. Sur cette page-là, vous pourrez voir l'ensemble des actions qu'on a déployées pour souligner la Journée internationale des bénévoles. Donc déjà, je remercie tous les organismes qui ont utilisé les outils qu'on avait développés, notamment la carte postale téléchargeable et personnalisable, et également les photos de profil Facebook, etc. Je vous rappelle qu'il y a également un rallye virtuel à la découverte d'un réseau de lumière qui est toujours en ligne jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Donc, 16 petites questions concernant nos membres et leurs actions au quotidien. Également, il y aura aussi plusieurs placements médiatiques à compter d'aujourd'hui et de demain pour souligner la Journée internationale des bénévoles. Alors, pour nous, c'est important au RABQ depuis quelques années de faire un événement spécial pour nos membres. Et cette année, nous avons choisi d'élargir l'invitation à nos membres, nos partenaires et les membres de nos membres. Donc, ça va nous faire plaisir de vous présenter dans quelques secondes le docteur Joël Monzé. Donc, le docteur Monzé est docteur en neurosciences. Il a tout un parcours de formation, mais aussi tout un parcours de bénévole et je le remercie sincèrement aujourd'hui de venir livrer avec nous les bienfaits du bénévolat pour les gens qui bénéficient du bénévolat, évidemment, mais aujourd'hui, on va plutôt regarder quels sont les impacts positifs du bénévolat pour ceux qui le pratiquent. Et avant de laisser la parole au docteur Monzé, j'aurais le goût de vous rappeler une super belle citation que mon collègue Brian aux communications a mise sur Facebook en préparation du 5 décembre. C'est une citation de Ben Switland qui dit « Nous ne pouvons pas tenir un flambeau pour illuminer le chemin d'un autre sans éclairer le nôtre. » Alors, je trouve que c'est une belle introduction à la conférence de M. Monzé, à qui je cède la parole. Ben, merci beaucoup à Isabelle et à Marilyn de m'avoir invité ce matin. Merci à vous et félicitations surtout pour vous parce que c'est certain que les actions que vous faites font une différence là où vous êtes et je vais vous montrer un petit peu à travers le parcours que j'ai vécu, à quel point le bénévolat pour moi a été quelque chose de tout à fait essentiel et qui a probablement en fait certainement conduit à l'être humain que je suis. C'est assez particulier parce que la manière dont j'ai choisi d'aborder la thématique qu'Isabelle et Marilyn m'ont proposé de vous présenter ce matin, je vais plonger dans des éléments, dans mes souvenirs, dans mon parcours de vie. Et il y a même certaines choses que j'ai probablement jamais dites à mes deux premières conjointes pour vous dire que je me permets quand même ce matin avec vous de vous exposer un certain nombre de choses qui me touchent encore. Puis si vous entendez ma voix qui bouge un peu, ben voilà, sachez que je vais probablement revivre des émotions tout au long de cette présentation. Alors, comme Oups, je voudrais juste démarrer en fait mon image. Oups, j'ai fait... Voilà. J'avais envie de démarrer en fait cette conférence. Je ne sais pas si on me voit à travers en fait cette présentation, mais avec cette figure que j'ai, en fait ce trophée, cet avenir que j'ai reçu en fait en 2002, qui pour moi a probablement beaucoup plus de valeur en fait que mon doctorat. Je le redirai tout à l'heure, pour moi, dans un milieu universitaire, d'être dans un milieu de docteur, c'est tout à fait normal, puis c'est ma normalité à moi. Mais cet avenir que j'ai obtenu en 2002, ça a une valeur tout à fait particulière. Et de là à... Comme je vous ai dit tout à l'heure, Marilyn le mentionnait, c'est que j'ai plusieurs diplômes universitaires, puis ma normalité, c'est d'avoir juste
simplement utiliser ce qui est entre mes deux oreilles pour pouvoir aller chercher une connaissance qui me permet probablement de mieux comprendre un petit peu l'expérience humaine et essayer de la retranscrire à travers le tout. Mais le prix que j'avais obtenu à l'Université de Montréal et l'avenir que j'ai obtenu par Force Avenir, la base de ça, c'est qu'il faut par définition avoir un A et plus de moyenne, mais il faut surtout s'être démarqué dans des actions bénévoles tout au long de ses études. Et c'est en ce sens, en fait, que ce trophée, en fait, pour moi, représente quelque chose de très fort. Et en même temps, ben, ça cache quelque chose de particulier dans mon histoire. Et c'est pour ça que je vous présente un tout petit peu cela aujourd'hui. Quand je regarde la manière dont les enfants sont décrits dans la presse populaire, dans les revues, vous pouvez trouver chez le dentiste ou chez votre coiffeur et votre coiffeuse, les enfants sont toujours décrits d'une manière où ils font des crises. On parle du Terrible 2, du Funking Four, de l'adolescence. Et dans beaucoup de situations, en fait, la manière dont c'est présenté, nous les adultes, nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes des enfants parce que leur crise nous désarçonne. Et c'est certain que comme papa, je le vis, je suis papa et beau-père de 3 enfants, et c'est certain que oui, parfois nos enfants, en fait, nous déstabilisent, nous obligent à nous remettre en question, nous obligent à aller puiser dans nos ressources. Puis même si je fais beaucoup d'interventions depuis des années auprès des jeunes et que j'ai acquis une certaine expérience qui me permet de les comprendre, ben, dans les souliers de papa, c'est plus compliqué. Dans les souliers du beau-père, ça l'est encore plus parce que je dois gérer ce qui se passe à la maison, mais je dois aussi gérer les conséquences de ce qui se passe dans l'autre maison et l'impact que ça peut avoir pour ma conjointe. Et même si les enfants sont rentrés dans ma vie à un âge où ils ne se souviennent pas qu'il y a eu un moment où je n'étais pas dans leur vie, ça reste quand même qu'il y a des enjeux qui sont importants. Et quand on regarde ce qui se passe pour les enfants, on se rend compte que, quelque part, si on ne prend pas le temps de décoder leur comportement et qu'on se met dans une posture de victime, quelque part, ça nous amène à jouer vers des rapports de force pour essayer d'imposer notre discipline, d'imposer notre autorité, mais quelque part, on maintient continuellement une souffrance. Et cette souffrance-là, elle fait en sorte que les jeunes sont de plus en plus en difficulté, puis on le voit à travers la crise dans laquelle on est. Je suis certain que le gouvernement veut notre bien à travers ce qu'il prend comme décision, mais ça a des impacts collatéraux, notamment pour les jeunes et les moins jeunes, parce que ça contraint énormément de choses. Et donc, l'importance pour moi de la bienveillance, elle est fondamentale, parce que quand on peut faire une intervention pleine de bienveillance auprès d'une personne qui vit une difficulté, on permet à son cerveau de fonctionner. Alors que quand on confronte une personne, quand elle est en situation de crise, eh bien, quelque part, d'une part, on bloque sa capacité de résilience, parce que souvent, les comportements dérangeants des enfants, c'est une manière qu'ils ont pour essayer de survivre à la situation dans laquelle ils sont, même si ça peut être dérangeant. Mais toujours est-il que quand on ne le fait pas, quand on rentre dans cette dynamique de conflit avec eux, eh bien, notre intervention, malgré tout le bon sens qu'elle peut avoir, va bloquer le processus de maturation du jeune. Et donc, de comprendre cela, ça fait en sorte qu'on va être capable de pouvoir arriver, en fait, à mieux les aider. Et à travers mon histoire, à travers ce que je vous raconte aujourd'hui, vous allez voir à quel point c'est important. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je suis papa et beau-père de beaux enfants. J'ai la chance de vivre une vie où je peux dire qu'aujourd'hui, je suis heureux et même dans une situation de crise, je suis très sensible à ce que beaucoup de gens vont vivre à travers la planète et autour de moi, que ce soit mes patients, que ce soit des gens que j'accompagne, que ce soit des personnes que je forme éventuellement à travers mes formations. Mais je peux dire que globalement, je suis heureux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je suis passé à travers des choses qui probablement ont été très dures. Pendant très longtemps, j'en parlais pas. Puis je me suis rendu compte à un moment donné parce que j'avais lâché une phrase lors d'une formation que j'avais eu la chance, en fait, de grandir dans une famille dysfonctionnelle, un peu de bravade au passage. Et les gens sont venus après, surtout des hommes, sont venus pour me dire « Tu m'as redonné confiance. Ce que tu as dit tantôt, ça me dit que moi aussi, je peux m'en sortir. » Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé, en fait, à ouvrir petit à petit
la boîte dans laquelle, moi, j'étais très conscient de ce que j'avais vécu, mais j'en parlais pas. D'accord? Et c'est cette boîte-là que je vous livre un petit peu aujourd'hui. Et une chose qui est d'autant plus importante, c'est que, ben, on parle du bénévolat, mais quelque part, le bénévolat m'a probablement sauvé. Donc, l'important aussi, c'est de comprendre, c'est que nous avons besoin de liens. Toute notre vie, nous cherchons à vivre des liens. Regardez ce qui se passe actuellement avec les mesures de distanciation physique qui sont imposées depuis le 12 mars. C'est ce qui nous fait souffrir le plus, c'est ce manque de liens. Samedi dernier, j'étais allé faire des commissions et j'étais en train de vouloir payer avec de la monnaie ce que j'avais acheté. Et il y avait une dame, 60-65 ans, qui était de l'autre côté de la vitre qui la protégeait et qui essayait d'atteindre ma monnaie. Et à un moment donné, nos doigts se sont touchés. Moi, je me sentais super mal pour la dame. Tu sais, quelque part, on nous dit d'essayer d'arrêter de se toucher. Puis je m'excuse, je me confonds, parce surtout qu'elle doit avoir 10-15 ans de plus que moi. Et puis alors, elle me regarde avec un sourire plein de bonté. Elle me dit, mais vous savez, monsieur, si ça, vous saviez à quel point ça me fait du bien d'être touché par quelqu'un. Donc, le lien est important. Le lien fait partie de notre vie d'être humain et c'est ce qui conduit beaucoup de gens dans une grande souffrance actuellement, c'est cette absence de lien et c'est ce que vous créez quand vous faites du bénévolat. Vous recréez du lien qui va être important, en fait, pour votre vie. Et dans le même temps, le deuxième besoin fondamental que nous avons, c'est le besoin d'autonomie, c'est le besoin de devenir une personne à part entière, c'est de pouvoir arriver à se réaliser. Et toute notre vie, on essaie de trouver un équilibre entre notre besoin de lien et notre besoin de séparation, être une personne à part entière et être une personne en relation avec tout le monde. Le moment où c'est le plus difficile parfois, c'est souvent à l'adolescence, parce que quelque part, ben, on veut quitter papa et maman, puis en même temps, ben, on veut se rapprocher de nos amis et d'avoir notre autonomie, comment dire, notre liberté, mais en même temps, on a encore tellement besoin de papa et maman pour pouvoir faire un paquet de choses. Puis en même temps, ben, papa et maman nous confrontent parce qu'ils nous donnent des limites. Et on voit à quel point c'est dur dans l'adolescence de pouvoir arriver en fait à trouver cet équilibre. De la même manière que le fucking fort et le terrible tout dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des enjeux très précis, très précis au niveau de cet apprivoisement justement de l'équilibre en tant que tel. Une des choses qui probablement me caractérise le plus dans mon histoire de vie, c'est que j'ai appris très tôt que je pouvais compter sur personne. J'ai probablement été désiré par mes parents, en fait certainement désiré par mes parents. J'ai sans doute été aimé, même si probablement ils m'ont mal aimé, parce qu'ils étaient dans leurs blessures, dans leurs troubles de personnalité, puis probablement trop blessés pour se rendre compte des impacts que leur comportement pouvait avoir pour leurs 3 garçons. Moi, je suis l'aîné de 3 gars. Et une des choses, en fait, qui m'a marqué, ce n'est pas quelque chose dont j'ai un souvenir clair, mais c'est quelque chose qu'on m'a dit tellement souvent quand j'étais enfant, c'est que le passage du lait maternel au lait de vache a été pour moi probablement terrible parce que j'ai fait colique sur colique. Et ce qui fait que je pleurais beaucoup. Et ce que les médecins ont dit à ce moment-là à mes parents, ben, si vous avez un bébé capricieux, isolez-le dans une pièce. Et donc, j'ai probablement pleuré pendant des heures et des heures sans qu'il n'y ait jamais personne qui soit là pour pouvoir venir me consoler. Et c'est très particulier parce que si vous avez déjà eu un bébé qui fait des coliques, vous savez que simplement mettre votre main chaude sur le ventre, non seulement ça rassure dans le lien à l'enfant, mais ça fait aussi diminuer la douleur. Et ça fait partie probablement des premiers clashs que j'ai rencontrés dans mon histoire, dans mon enfance, qui montrent à quel point parfois les théories scientifiques sont très nocives dans certaines situations pour en fait les enfants qui tentent de grandir et de trouver dans leur place dans le monde. Puis l'autre chose, je vous disais que mes parents ont probablement été blessés et trop blessés pour se rendre compte de ce qu'ils faisaient vivre à leurs enfants, c'est que on se faisait battre de manière régulière, régulière et régulière. Je vous passe les détails, mais je vous dirais que même parfois, j'essaie de prendre les coups pour mon petit frère Didier, qui était 2 ans plus jeune que moi, parce qu'il était plus fragile, parce qu'il était plus vulnérable et parce que je préférais moi prendre les coups que de voir mon frère, en fait, être en souffrance parce qu'il avait reçu, en fait, cette décharge de violence dans laquelle nos parents se confondaient bien souvent. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on voit le stress, quand on voit l'angoisse, quand on voit les difficultés que les gens, puis vous le voyez autour de vous aussi à travers la crise dans laquelle on est, c'est que le stress, premièrement, il fait partie de la vie et vivre sans stress, c'est presque dangereux. Si on n'est pas stressé quand on prend la voiture, on risque probablement de faire un accident parce que le stress nous mobilise et nous fait faire attention aux différents signes autour de nous pour faire en sorte que la voiture arrive en fait à bon port. Mais
pour un enfant, pour un ado, jusqu'à 20 ans, le cerveau n'est pas capable, en fait, de ralentir ce stress-là. Donc, le stress, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte pendant des heures et des heures, pendant tout le long de la journée, tel que la ligne orange le fait. Et au fur et à mesure que ce stress-là monte, il va y avoir une réaction biochimique dans le corps. Il va y avoir la libération d'un certain nombre d'hormones. Et ces hormones-là vont notamment faire activer le cœur qui va battre de plus en plus vite, 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 jusqu'à un moment donné où le cœur ne peut pas battre plus vite d'un point de vue mécanique et c'est là qu'arrive la crise. Donc, probablement que le degré de stress que je dois avoir vécu, ou peut-être même l'anxiété d'être à la maison parce que je ne me sentais pas en sécurité quand j'étais chez mes parents, fait en sorte que probablement j'ai dû faire des bêtises, j'ai dû faire des gaffes, ce qui justifiait malheureusement la violence avec laquelle on réprimait en fait certaines de mes réactivités que je pouvais avoir. Et une fois que la crise, elle arrive, tantôt je parlais du terrible two, du fucking four, on parle de l'adolescence, mais aussi des crises que nous pouvons avoir parfois, une décharge sur Internet, sur Facebook ou autre chose, eh bien il y a une certaine relâche qui va se faire, les hormones de stress vont diminuer et c'est ce qui fait en sorte que on va pouvoir recommencer plus sereinement le reste de la journée ou les prochains jours. Le problème, c'est que comme les enfants et les ados ne sont pas capables, leur cerveau n'est pas capable de pouvoir arriver en fait à réguler tout seul le degré de stress, eh bien, il peut y avoir un blocage, d'accord, de cette fonction de relâche pendant 24 à 72 heures, ce qui fait en sorte que pendant ce temps-là, le cerveau n'est plus capable de faire aucune nouvelle synapse. Le cerveau est complètement gelé. Et l'importance de la bienveillance, comme je parlais tantôt, l'importance de la compassion, l'importance de l'empathie, bien, même encore aujourd'hui, pour nous, les adultes, notre bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres personnes autour de nous va faire en sorte que notre cerveau est capable de se développer et que sans cette bienveillance-là, la personne qui est en difficulté devant nous, son cerveau ne lui donne pas accès en fait à ses ressources. Et quand on voit des jeunes à ce moment-là qui sont bloqués dans ces différentes phases justement où la relâche ne se fait pas suffisamment, ça ne prend pas grand-chose pour que jour après jour, crise après crise, viennent comment dire, colorer en fait sa vie et ça finit en fait par créer des traumas. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus aucune nouvelle synapse qui se crée durant ces situations de grande angoisse dans lesquelles les jeunes peuvent se retrouver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un moment pareil, OK, eh bien, notre cerveau va réagir comme si on était face à un viking. S'il y a un viking qui essaye d'attaquer le village, d'accord? Si je commence à réfléchir à ce que je vais faire ou pas faire, c'est trop tard. Le viking va me sauter dessus puis il va me tuer. Donc, je ne peux pas réfléchir. Je vais en fait diminuer l'arrivée du sang, d'accord, dans la partie qui me permet de prendre du recul, analyser la situation et prendre une décision en mon âme et conscience. Non, non, il faut absolument que j'agisse, pour sinon le viking va me mettre fin à mes jours. Et c'est une question de survie aussi pour mon village. OK? Si je dramatise, d'accord, que je fais ma Sonia Benezra, OK? Aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je ne suis plus capable non plus d'agir en bonne et due forme. Donc, il faut que j'enlève ma capacité de dramatiser la situation. Et si le viking, ben, je me rends compte que c'est peut-être un papa, c'est probablement un mari, mais c'est certainement le fils de quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que je n'aurai pas les réflexes nécessaires pour défendre mon village et me défendre. Donc, on va me couper la tête. C'est ainsi que dans une situation où j'ai l'impression que ma vie est en danger, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose où il y a un réel danger, ça fait en sorte que mon cerveau va se mettre en mode survie, va amener tout le sang dans la partie où il est mis vasodilatation, qui sont les mécanismes de défense qui permettent en fait de réagir. Et c'est ça qui se retrouve parfois chez une personne que vous pouvez voir, chez vous-même éventuellement si vous avez le souvenir de vos propres moments de difficulté, à quel point la crise peut être là et on va avoir une grande décharge éventuellement d'émotions qui vont venir, comment dire, malheureusement perturber la dynamique relationnelle que cette personne-là peut avoir avec son entourage. Son cerveau a vraiment l'impression que vous êtes un viking ou que les autres sont des vikings. Et pourtant, malgré tout, il a besoin du lien, il a besoin de vous. Et c'est cette difficulté intérieure qui fait en sorte que certains mécanismes de défense vont embarquer et vont faire en sorte que progressivement, mais la personne a de moins en moins accès à la partie la plus humaine de son cerveau. C'est certain que quand on vit ces crises-là en tant qu'enfant et que
on reçoit des reflets, ça va modifier la manière dont on perçoit en fait qui on est. Et d'aussi loin que je me souvienne, là ce sont des souvenirs que j'ai pour vrai, j'étais quelqu'un de très, très intuitif et je nommais les choses incohérentes autour de moi avec aplomb, ce qui déclenchait parfois les foudres et la violence des adultes, aussi bien à la maison qu'à l'école, parce qu'il y a des professeurs qui ont abusé également de leur force sur moi quand j'étais en maternelle. Et donc, il arrive petit à petit que dans une situation pareille, en fait, c'est qu'il y a un doute qui s'installe sur qui est-ce qu'on est? Qui est-ce que je suis? Oui, je suis Joël, puis je suis pour que vous l'entendez avec mon accent, je suis d'origine belge, j'ai grandi dans la ville de Liège. Il y a des choses que je connais, mais qui est-ce que je suis? Puis déjà qu'on se pose ces questions-là, mais pour l'enfant qui est violenté, c'est encore plus fort. Et comme l'introjection identitaire, l'effet Pygmalion, la manière dont on se définit découle des reflets de l'adulte, quand l'adulte vous frappe, mais vous êtes rien. Vous êtes juste pas bien. Et les premières années d'un enfant, il va résister à ça. L'effet Pygmalion va commencer beaucoup à partir de 6-7 ans. Et c'est à partir de 6-7 ans que là, le doute fait place au non-sens et qu'il y a une grande difficulté de pouvoir arriver à savoir qui on est. Et la détresse que je vivais quand j'avais 5-6-7 ans est encore palpable dans beaucoup de situations. Et à un moment donné, ben, je change d'école. On me fait passer de l'école où j'avais fait mes maternelles. Je suis rentré à l'école à 2 ans. J'ai une dérogation pour rentrer très, très tôt. Et puis, à la fin de la première année primaire, on m'a placé dans une école plus, comment dire, dans une école de gars, plus en phase en fait avec ce que j'avais envie de vivre aussi en termes de stimulation intellectuelle. Et là, je rentre donc dans une nouvelle école. Je ne connais pas l'école. C'est un quartier à quelques kilomètres de chez moi. Et à un moment donné, je pose une question en fait à un copain parce que j'ai besoin d'une information. Il me donne la réponse, mais c'est très bien qu'il m'a donné une mauvaise réponse. Finalement, je fais quelque chose qui était interdit par l'école. Et donc, en même temps, ben, le garçon va venir prévenir l'enseignante. Madame, il y a Joël qui est en train de faire ça. Et Madame Dardenne arrive, dardard, commence à me gronder comme pas possible. Et moi, je la regarde dans les yeux. Quelque part, quand on est battu, on essaie toujours de savoir d'où va venir le coup. Est-ce que le coup va venir au visage? Est-ce que le coup vient dans le ventre? Est-ce que le coup vient dans le dos? Et c'est ce qui permet de pouvoir éventuellement anticiper l'impact du coup qui va être donné. Donc, je regarde, puis j'ai de l'aplomb, j'ai du front, donc je suis capable de regarder dans les yeux. Mais mon enseignante, elle ne tolère pas ça. Puis ça ne se fait pas dans cette école-là. Je le comprendrai plus tard. Les enfants, quand ils sont grondés, doivent toujours détourner la tête. Mais je ne le sais pas, ça fait même pas 8 jours que je suis dans cette école-là. Et Madame Dardenne va me donner une gifle magistrale. Je pourrais retourner dans cette école, je peux vous dire à quel endroit cette gifle a été donnée. Mais en même temps, c'est un soleil. Pourquoi? Parce que Madame Dardenne, elle a été capable, après coup, de venir me voir, peut-être une demi-heure après, et me dire, Joël, je te demande pardon. C'est pas normal qu'un adulte frappe un enfant. Et je vous dis que c'est un soleil parce que c'est la première fois que moi, à 7 ans, on me disait que ce n'était pas normal ce que je vivais à la maison. Mais en même temps, il y a le doute, il y a l'incertitude, il y a le conflit intérieur. Mais c'est-tu normal, c'est pas normal? Si cette violence est quotidienne, à quel moment c'est normal? À quel moment ce que je crois, c'est correct? À quel moment ce que je ne crois pas, c'est correct? Et donc, il y a tout ce conflit intérieur. Et puis, il y a un autre garçon dans la classe. Il y a un autre garçon qui s'appelle Eric. Et Eric, j'apprends que s'il n'est pas premier de classe, son père le bat. Non, mais ça va pas. Moi, je suis déjà battu. Je ne peux pas accepter qu'un autre enfant, à cause de moi, parce que j'ai des ressources intellectuelles, qu'un autre enfant se fasse battre. Donc, je me suis quelque part sacrifié. Je me suis arrangé pendant toute l'année pour être deuxième de classe. Et terminer quand même avec une belle note en fin d'année. Mais toujours est-il que, pour moi, je ne pouvais pas accepter cette violence-là. Puis en même temps, ça faisait partie de ça.
Et si je reviens avec Madame Dardenne, le sentiment que j'avais de sécurité malgré tout, parce que pour la première fois de ma vie, je voyais quelqu'un qui m'admirait. Je voyais quelqu'un qui, quand je parlais, quand je nommais des choses, mais je la voyais m'admirer. Puis je l'ai entendu parler de moi aussi à d'autres personnes. Donc, ce n'était pas juste ma perception dans la classe, c'est que je l'entendais nommer des choses. Et pour moi, petit Q, ça faisait tellement bien. C'était tellement chaud pour moi dans mon cœur. J'ai failli mourir à plusieurs reprises, à 4 ans, à 7 ans, puis à 11 ans. Pourtant, c'est mon frère Didier qui va mourir en fait. Donc, pour rappel, Didier était 2 ans plus jeune que moi, quand moi j'avais 11 ans et demi. Officiellement, il a été frappé par une voiture alors qu'il était sur un passage pour piétons. Avec ce que je connais aujourd'hui de la psychologie, je pense que c'est un suicide d'enfant. Il prenait les choses tellement au premier degré et le degré de violence dans lequel on était. Je vous l'avais dit, était tellement intense que il a probablement décidé d'en finir à ce moment-là. Et c'est certain que pour moi, ça n'avait pas de sens parce que c'était moi le méchant, c'était moi le mauvais, c'était moi qui prenais les coups, c'est moi qui me faisais gronder. Puis la qualité de Didier, et c'était peut-être ce qui faisait en sorte qu'il était beaucoup plus vulnérable, c'est que Didier était aimé de tout le monde. Oh, il faisait ses coups en arrière. Puis quand il le faisait en avant, je m'arrangeais pour que personne ne le sache et je prenais le blâme. Mais Didier, c'était l'enfant aimé alors que moi, j'étais l'enfant rebelle. Ça n'avait pas de sens. Comment ça se fait? Tu sais, normalement, la mort, c'est une punition. Pourquoi est-ce que moi, je suis en vie? Et je ne sais pas si c'était comme ça à l'époque au Québec, mais c'était comme ça en tout cas en Belgique. C'est qu'il n'y avait pas de salon funéraire. Quand il y avait la veillée mortuaire des gens, avant qu'on aille à l'église pour faire en sorte que on faisait la cérémonie d'adieu, ça se faisait à la maison. Et il doit y avoir, je sais pas, 150 personnes au moins qui sont venues sonner pendant 4 jours à la maison pour rendre hommage, en fait, à mes parents. Et chaque fois que la porte s'ouvrait, le petit con de 11 ans que j'étais était persuadé que la grande faucheuse allait être devant la porte et dire « On s'est trompé, c'est toi qui devais partir. » Puis j'aurais donné ma vie pour rectifier la situation, parce que c'était moi le pas bon. Ce qu'il y a de fou, c'est que pendant ces 4 jours, et même après, il n'y a personne qui est venu me demander comment j'allais. Et je pense que c'est encore pire pour mon tout petit frère qui est 5 ans plus jeune que moi. Je me souviens d'une ma tante qui m'avait dit « Ah, ben toi, tu dois te souvenir de ton frère, d'accord? » Il était décédé 3 jours plus tôt. Mais ton petit frère de 5 ans, il ne doit même pas se souvenir que son frère a existé. Il n'y avait rien, personne. Puis souvent, c'est ce qu'on fait, nous, les adultes. On fait attention à nous, puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de faire attention à nous, on n'a pas besoin de faire attention aux adultes. Mais je me souviens d'avoir vu une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Blue Bloods, et à un moment donné, il y a un des 2 enfants d'une famille où il y a un accident de vélo, puis le garçon est dans le coma, et tous les adultes vont dire à l'enfant qui est là, qui est à l'hôpital, qui voit son frère qui est dans le coma à côté de lui, sois fort pour tes parents. La solitude que nos jeunes vivent, c'est débile. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est terrible ce qu'on leur impose comme mesure, sans nécessairement tenir compte de ce qu'eux vivent et de comment ils vivent les choses. Et puis en même temps, quelque part, d'avoir été confronté personnellement à 3 reprises, et puis à travers le décès de mon frère à la mort, il y a quelque chose qui est il y a quelque chose qui quand même est allé à évoluer. Et il y a une série de bandes dessinées que j'aime beaucoup qui s'appelle Buddy Longway, et c'est une thématique qu'on revoyait dans un film avec Dustin Hoffman qui s'appelle Little Big Man. C'est que le Huka-Hey, c'est un cri que les Sioux disaient tous les matins en se levant, surtout le jour où ils allaient à la chasse ou à la guerre. Ça veut dire « c'est un beau jour pour mourir ». Et c'est certain que depuis que je suis tout petit,
cette phrase-là a résonné dans ma tête parce que c'est quelque part, ça me permet d'avoir un certain lâcher-prise par rapport à ce que je vis, puis d'accueillir, en fait, ce qui se passe. Ça a été d'autant plus précieux. Pendant mon doctorat, j'ai travaillé avec des singes pour essayer de comprendre comment le cerveau fonctionnait et qu'on sait que nos singes pouvaient être porteurs d'un virus qui est mortel pour l'être humain et on ne sait pas que le singe est porteur tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un déclencheur qui déclenche la maladie. Autrement dit, on a beau faire une quarantaine, on ne peut pas le voir. On a beau faire 10 ou 15 prélèvements sur la vie du singe pour voir s'il a ce virus, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas déclenché la maladie, d'accord? Eh bien, on ne sait pas s'il l'a ou pas. Et c'est un virus, en fait, qui peut nous tuer en 48 heures. Puis je vous parle d'une de mes collègues, c'est une doctorante qui était dans le laboratoire à Houston où ils faisaient justement les analyses par rapport à ce virus-là. Ils essayaient de trouver des manières, en fait, d'essayer de se protéger en tant qu'être humain. Et à un moment donné, elle a fait une fausse manœuvre, elle s'est retrouvée infectée et immédiatement, elle le savait, immédiatement, ils ont mis tous les tentatives de médicaments qu'ils avaient en place et malgré tout, elle est décédée 7 jours plus tard. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'assez important parce que quand à chaque fois, à chaque jour que vous travaillez, vous savez que la mort peut venir vous frapper, ça vous pousse à être prudent. Mais ça amène en fait, en même temps, une relation en fait à la vie, au sens de la vie et au sens de la mort, au sens de votre existence, qui est différente. Et puis, le jour de mes 35 ans, j'habitais à cette époque-là à Saint-Sauveur et j'allais retrouver ma copine de l'époque qui m'attendait pour fêter mon anniversaire. Je prends ma voiture, il doit être quelque chose comme 5h30, 6h du matin. Je fais quelques kilomètres. Pour ceux qui connaissent la 15 Sud, entre Saint-Sauveur et Montréal, il y a une aire de stationnement qu'on appelle la Porte du Nord. Et je trouve qu'avec le givre qu'il y a sur la voiture, sur la vitre, il faudrait que je m'arrête pour enlever un peu la glace. La veille, il y a une grosse chute de neige, environ 30 cm de neige sont tombés. Et je reprends la voiture très prudemment. 3 kilomètres plus tard, probablement parce que j'ai roulé sur quelque chose quand j'étais sur l'aire de stationnement, j'ai un pneu qui éclate, ma voiture part en toupie, et au moment, en fait, où je perds le contrôle, il y a le coup Kahei qui revient. C'est un beau jour pour mourir. Je suis persuadé que ça va fester fort et que probablement c'est le jour où moi je m'en vais. La voiture part en toupie, puis à un moment donné, elle frappe l'arrière de l'auto. L'arrière de l'auto, frappe le bord de la route et la voiture va partir en tonneaux et va faire au moins 4 tonneaux. Et je m'en sors sans aucune égratignure. Mais au moment où j'ai perdu le contrôle de ma voiture, il y avait un sentiment de paix intérieure que je n'avais jamais connu auparavant. Et pendant les années qui ont suivi, je me suis souvent, par des techniques de méditation, ramené dans cet espace de l'accident, pas parce que j'avais le goût de me faire peur, mais tout simplement parce que cet état de paix intérieure, de lâcher-prise totale, pouvait m'habiter. Et ça ne veut pas dire que je l'ai tout le temps, mais ça veut dire que chaque fois que je me rends compte que mes mécanismes de défense embarquent, je peux aller chercher, en fait, cette sensation de paix intérieure. Parce que, Ukahe. Et je vous dirais que pour le moment, dans la situation dans laquelle on est, avec la crise sanitaire, mais de savoir que oui, il y a des risques qui sont là, mais il y a une grande sérénité aussi qui m'habite, même si j'ai de la sympathie et de l'empathie pour les personnes qui sont autour de moi et qui ne vivent pas la crise de la même manière. Alors, j'en viens à mes 11 ans. Est-ce que vous vous demandez probablement pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est que il y a toujours cette impression de ne pas être à la bonne place au bon moment, de ne pas être la bonne personne. Je suis juste un petit cul qui n'a pas le droit de vivre, puis j'essaye de comprendre ce qui n'a pas de sens. Et puis alors, à un moment donné, il y a une double découverte. La première découverte que je vais faire, c'est que au mois de novembre, en Belgique, il y a une opération, je ne sais pas si ça existe encore, qu'on appelle l'opération 11-11-11. Et on venait d'enterrer mon frère 3 mois plus tôt. On vend en fait des cartes postales pour l'opération. C'est une opération caritative qui vient en aide. Je ne me souviens plus à qui ça venait en aide, mais ça portait le 11 du 11. Pourquoi? Parce que c'était le 11 novembre à chaque année que cette activité-là se faisait. Un peu comme la guignolée qui nous accompagne chaque année ici au Québec. Et pendant des heures et des heures,
en arrêtant les personnes, en leur proposant en fait d'acheter ces cartes en question, j'ai le sourire. J'ai le sourire parce que je m'adresse aux gens. Et après cette période-là, je me rends compte que le sourire, il reste. Puis j'ai l'impression que c'est la première fois que je souris depuis 3 mois. C'est la première fois que je me rends compte que, hey, je vaux quelque chose, je viens de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Je ne suis pas juste le petit con qu'on frappe. Je commence à découvrir ma valeur. Et dans le même temps, je découvre une télésérie, puis après, je vais lire les romans qui découlent de la télésérie, qui s'appelle Pause Café. C'est l'histoire de Joëlle Mazar, c'est une travailleuse sociale qui est dans les écoles et qui vient en aide aux ados en souffrance. Et à travers ce personnage, qui est joué par Véronique Jeannot, je me rends compte que finalement, toute la bêtise auquel je suis confronté depuis que je suis tout petit, elle est mimée par d'autres acteurs qui ne comprennent pas les ados ou que Véronique Jeannot essaye de défendre, que Joëlle Mazar essaie de défendre. Et donc, je revois à travers eux la détresse que moi j'ai aussi. Et en même temps, je vois qu'il y a de l'espoir. Et c'est comme si ça fait à un moment donné tilt dans mon cerveau et je me dis, OK, c'est vers ça que moi je m'en vais. C'est ça que je veux faire. Parce que je me rends compte trop du décalage qui existe entre l'expérience de l'enfant, l'expérience de l'ado, et la manière dont l'adulte perçoit cette expérience. Probablement, comme adulte, nous avons souffert. Nous avons vécu des choses qui ont été parfois terribles dans notre histoire. Et on a tellement peur d'y retoucher, comme je le fais un peu avec vous aujourd'hui, ce matin, qu'on se rend compte que c'est mieux d'éteindre les feux, c'est mieux d'éteindre cette perception de cette douleur-là, cette souffrance qui est réanimée, que d'oser l'affronter de face. Et quand on est bénévole, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est en contact avec souvent de la souffrance ou de la détresse. Et c'est pas évident. Donc, il faut vraiment apprendre à prendre soin de nous pour être capable de pouvoir tenir le coup. Et plus on prend soin de nous, plus on fait du bénévolat, et plus le bénévolat, en même temps, ça nous aide à prendre soin de nous. Parce que c'est là que ça fait du sens. C'est là que la vie prend du sens. Dans la relation à l'autre, dans ce qu'on est, dans la personne qu'on est, qui est en relation avec une personne qui en a probablement besoin. Alors, je reviens à mon schéma, mais quelque part, plus on va faire du bénévolat, plus on est impliqué dans la relation, plus on choisit d'être en paix avec notre histoire, plus on choisit d'offrir ce qu'on est à la personne que l'on aide. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'environnement, ça peut être dans un organisme. Et plus ça permet le processus inverse de la fragmentation. Ça ramène en fait le sang dans le préfrontal. Ça permet au cerveau de se redévelopper, de se redéployer. Ça permet la santé du cerveau. Ça permet de choisir comment on va agir et réagir dans une situation qui est éventuellement difficile. Ce qui n'est pas le cas quand on est dans nos mécanismes de défense. Autrement dit, l'action humanitaire va donner du sens à notre vie et nous conduire vers l'acceptation. Accepter la résonance émotionnelle, accepter notre vulnérabilité. Et on inverse le processus de survie parce qu'on n'est pas face à des vikings, on est face à des êtres humains. Et on va à la rencontre de cet humain. Et peut-être que le sourire qu'on peut avoir fait en sorte que on va changer la vie de quelqu'un. Et notre humilité, notre capacité de raisonner à l'expérience de l'autre, comme Madame Dardenne pour moi, mais ça fait en fait, il y a enfin quelqu'un qui fait attention à moi. Il y a enfin quelqu'un qui prend en considération qui je suis. Puis je vous avoue que oui, l'action humanitaire a été très, très utile pour moi, mais l'autre chose aussi, c'est que j'ai rencontré des enseignants, des surveillants éducateurs qui ont été extraordinaires avec moi. Il n'y a pas eu que Madame Dardenne, il y en a eu beaucoup d'autres. Donc, je démarre en fait mon secondaire
Et comme je m'ennuie en classe parce que parfois les choses vont trop lentement par rapport à moi, ce que je voudrais que ça aille, mon directeur de l'époque, M. Florquin, me permet de faire plein d'actions humanitaires. Alors, je vends du miel équitable, je suis impliqué dans toute une série d'activités auprès d'ATD Carmonde et autres pour pouvoir aider. Puis, j'aide aussi à travers les associations étudiantes, d'autres jeunes qui ont peut-être en besoin à l'intérieur de l'école. En même temps, ben, si je me sens en sécurité dans l'école parce que quelque part, je m'y réalise, mais en même temps, je suis un gamin, un ado qui se révolte. Puis je trouve tellement les adultes qui sont puérils. Je vois les rapports de force, je les méprise, comme beaucoup d'ados vont pouvoir le faire. Ça ne fait pas de moi le meilleur homme, loin de là. Mais c'était la réalité de l'ado révolté face à la violence dans laquelle il se retrouvait dans beaucoup de situations. Mais ce que je sais, c'est que l'action bénévole, ça a probablement permis à ce que je sois capable de pouvoir rester dans des actions constructives. Donc oui, j'étais en révolte, mais je suis dans quelque chose de concret. Je suis dans quelque chose qui construit les choses autrement, plutôt que d'être simplement dans la révolte et de partir dans tous les sens. L'autre chose aussi qui me caractérise encore beaucoup dans mon adolescence, c'est que toute la vie se passe en dedans, surtout quand je suis chez mes parents, parce que c'est dangereux de manifester quoi que ce soit. Donc si je ne fais pas attention, bien souvent, mon visage est très neutre, parce qu'il fallait que je sois neutre pour éviter de prendre des coups, peut-être plus des coups physiques quand j'étais ado, mais au moins des coups psychologiques. Et en même temps, il y a une volonté de vivre qui est puissante à l'intérieur de moi, je la sens et je ne sais pas toujours comment la canaliser, d'autant qu'il y a un doute tellement, tellement géant à l'intérieur, d'où probablement une grande partie de mes révoltes. D'accord? Puis il y a cette 5e secondaire qui arrive et je marque le contact avec la drogue et ses effets sociaux. C'est pas moi qui ai pris de la drogue. J'ai vu des gens en prendre autour de moi. J'ai vu des jeunes qui avaient mon âge, qui étaient en souffrance et qui en prenaient pour échapper à la douleur dans laquelle ils étaient. Puis, pour moi, la drogue n'était absolument pas une solution pour moi. J'ai beaucoup aimé une phrase qui est sortie dans L'Ancien Compte que j'ai vu plus tard, mais qui met en mots ce que je ressentais en dedans. C'est que je brûle peut-être la chandelle par les deux bouts, mais au moins je le fais de manière consciente. C'est le personnage du chat qui disait ça à Machin Grenon quand elle essayait justement de lui proposer de prendre de la cocaïne. Donc pour moi, c'était un non-sens que de prendre de la drogue, mais je voyais la destruction en fait que ça pouvait faire chez d'autres personnes. Puis je voyais souvent cette destruction-là, c'était parce qu'on les entendait pas, on les voyait pas, on leur rentrait dedans. Puis c'est certain que l'ado, il se révolte, c'est certain que l'ado fait des niaiseries, c'est certain que l'ado a des comportements parfois qui sont choquants, blessants, mais l'ado le sait pas. Lui, il voit juste la vie à travers un filtre pour tenter de trouver du sens, surtout l'ado qui va pas bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, quelque part, je provoque, je m'oppose. Et j'avais à cette époque-là une titulaire de classe, elle était prof de maths, et pendant toute l'année, chaque fois qu'elle manquait d'intégrité, pouc, je m'arrangeais pour qu'elle le sache. Reflet, manque d'intégrité. Je le faisais de manière suffisamment subtile que je ne pouvais pas me faire punir, mais elle savait très bien que j'avais vu. Elle savait très bien que je comprenais. Elle n'aimait pas ça. Et puis j'échoue. J'échoue mon année. Je ne le comprends pas, celle-là. Je n'ai absolument pas compris comment j'avais échoué parce que j'avais mes points à quelques jours d'avoir mon bulletin final. Alors l'année suivante, en septembre, je retourne à l'école, je recommence ma secondaire 5, et là, je rencontre mes autres profs, notamment mes profs de sciences. Joël, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'étais en échec dans votre cours. Non, tu n'étais pas en échec, tu avais tes points. Et en fait, je me rends compte à ce moment-là que ma prof, ma titulaire, celle que j'ai confrontée pendant toute une année scolaire, comme à ce moment-là, il n'y a pas d'ordinateur, que les professeurs donnent leurs notes, en fait, par téléphone, et elle collige pour faire le bulletin pour les étudiants, elle m'a mis en échec en trafiquant les points des autres professeurs. Donc le combat, je l'ai payé cher. Mais en même temps, quelque part, j'ai fait encore plus de bénévolat.
Parce que comme ça avait encore moins de sens, cette violence que je vivais au niveau de la famille, cette violence que je voyais à travers cette manière de s'être vengé de moi, parce que je l'ai confronté toute une année, puis c'était trop tard pour faire quoi que ce soit, les points étaient partis au ministère de l'Éducation, on ne pouvait pas revenir en arrière. Puis on s'entend que l'institution a voulu probablement aussi se protéger un peu. Ça n'a pas de sens. Bref, je me suis lancé encore plus dans l'humanitaire. Déjà, j'avais une facilité pour réussir mon année. Ben, j'étais encore moins en moins dans l'école. Enfin, en tout cas, moins en moins dans ma classe. Et régulièrement, mon directeur me permettait de pouvoir partir une semaine et j'allais visiter chacune des classes pour les inviter à participer à un projet caritatif. J'étais responsable de l'association étudiante. On a fait plein de choses pour essayer d'aider les autres. Et puis arrive un moment donné où le gouvernement veut supprimer des subsides accordés aux écoles et ce sont les enfants en difficulté scolaire qui vont encaisser directement. Moi, je n'en ai pas besoin de ces mesures d'aide qu'on donnait aux élèves. Je réussis facilement, même si j'ai raté ma 5e année, en fait. Ça reste quand même que on veut que les choses se passent autrement. Et c'est là qu'avec un groupe, on est 7. À nous 7, on va créer ce qu'on appelle Conscience des étudiants, qui est un petit peu, pour ceux qui connaissent la FEC au Québec, la Fédération des étudiants collégiaux. C'est l'équivalent un peu de la FEC. Et nous, on va donc créer Conscience des étudiants. Et on va faire toute une série d'activités. En quelques jours, on s'est rebondi en 3 ou 4 jours pour que on dise que ça n'avait pas d'allure ce que le gouvernement est en train de faire, parce que ça allait directement affecter les plus jeunes, ça allait directement affecter ceux qui avaient des difficultés, en fait, à réussir. Et en fin d'année, un de mes profs va me convoquer. C'est un professeur que j'avais eu pendant 3 ans. C'est un professeur qui enseignait dans mon école le néerlandais, qui est la première langue qu'on parle en Belgique. 60% des Belges parlent néerlandais. Et donc, en fait, mon prof me convoque et je vais le voir. C'est certain que c'est un professeur avec lequel j'ai eu de la difficulté pendant des années. Et lui, il me regarde et il me dit, « Je te demande pardon. Je viens seulement de comprendre comment tu fonctionnais. J'ai tellement tout pris contre moi. Je te demande pardon d'avoir été agressant envers toi pendant toutes ces années. » Donc, quelque part, pour moi, oui, ça a commencé une année à me constater qu'il y a des profs qui avaient trahi ma confiance, en tout cas une prof qui avait trahi ma confiance, mais je la termine aussi avec quelqu'un qui a assez d'humilité pour pouvoir demander pardon. Et quelque part, en Belgique, on doit faire une thèse à chaque fois qu'on termine une étape, donc l'équivalent de la fin de cégep, parce qu'en Belgique, le secondaire est plus long. Ben, je fais une thèse et ma thèse va être sur le conformisme de la violence, sur l'absurdité de la violence. La violence, c'est un raccourci. Mais en même temps, ça fait tellement de dégâts. Il y a une phrase que Catherine Guéguen raconte beaucoup depuis des années. Elle dit que 95% des jeunes ont vécu à un moment donné ou à un autre de la violence éducative. Et souvent, c'est des manières de les accompagner qui est complètement déconnectée de la réalité dans laquelle le jeune, parce que nous, les adultes, nous oublions parfois que les jeunes n'ont pas la même compréhension du monde, n'ont pas nécessairement la même relation au monde. Ils ont besoin d'être guidés, ils peuvent avoir des sanctions si c'est nécessaire. Mais avant toute chose, ils ont besoin qu'on les respecte, ils ont besoin qu'on soit là, ils ont besoin qu'on soit présent, ils ont besoin qu'on les accompagne. Et puis, même si mon objectif était d'aider les jeunes et devenir un spécialiste en neurosciences et en psychologie, mes parents me l'ont interdit. Parce que ils voulaient absolument que je fasse le même métier qu'eux, c'est-à-dire que j'étais enseignant ou l'alternative, c'était d'être ingénieur. Et comme on était majeur en Belgique seulement à 21 ans à cette époque-là, ben, je ne pouvais pas m'impliquer en fait dans une discipline à l'université sans l'autorisation de mes parents. Et comme en plus on ne peut même pas travailler en dehors des périodes scolaires, des périodes de vacances, pardon, mais c'est certain que financièrement, je suis dépendant de mes parents. Alors, je vais faire le métier qui se rapproche le plus de ce que j'ai envie de faire. Et je deviens enseignant primaire. Je ne le regrette pas, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et cette case d'enfant-là est vraiment très particulière. En fait, j'étais titulaire d'une 5e année primaire.
Et en fait, il y avait un esprit de corps entre nous qui était vraiment très, très, très forte, très poussé. Puis encore aujourd'hui, grâce à Facebook, je suis en contact avec la plupart d'entre eux parce que cet esprit de corps, en fait, les a suivis tout le reste de leur vie. Aujourd'hui, ils sont au début de la fin de trentaine, début quarantaine, et ils se rappellent encore justement à quel point cette solidarité qui a été créée dans la classe, cet accompagnement que je leur avais proposé, ben, ça fait des différences encore aujourd'hui dans leur vie. Et en fait, il y a même une de ces anciennes étudiantes qui me disait que elle appliquait ce que moi je faisais dans ma classe à l'époque, quand elle avait 10, 11 ans, mais elle l'appliquait, elle, aujourd'hui, comme gestionnaire. Cette bienveillance qu'elle offre comme accompagnement pour ses employés, pour les gens qui travaillent pour elle, de manière, en fait, à favoriser une meilleure dynamique à l'intérieur de l'équipe. Et elle se rendait compte à quel point ce qu'elle avait appris à cette époque-là, aujourd'hui, ben, ça lui servait encore aujourd'hui. Et ce qui va être particulier, c'est si vous parlez en fait avec ces enfants-là, c'est que ces enfants-là sont tombés à 3 reprises avant de me rencontrer sur des professeurs qui étaient en grande détresse. Et c'est cette violence éducative que eux voyaient à travers leurs cours. Ils étaient fanés quand ils sont rentrés en début d'année, puis ils ont petit à petit en fait découvrir le sens en fait d'aller à l'école, d'apprendre et l'embarquement. Donc c'est ça. J'étais donc enseignant au primaire. Je l'ai fait pendant 2 ans avant de devenir objecteur de conscience. À cette époque-là, en Belgique, on devait faire un service militaire. Et pour moi, ça n'avait pas de sens d'apprendre à tuer quelqu'un. Donc, je vais écrire au roi pour dire que je refuse de faire mon service militaire et que je demande à être objecteur de conscience avec le risque, qui est moins grand en Belgique qu'en France, mais le risque de me retrouver en prison pendant au moins 1 an parce que techniquement, je suis censé aller faire mon service sous le drapeau. Ce qui avait aussi d'important là-dedans, c'était de parler de mes grands-parents. Parce que pour mes grands-parents qui ont vécu mon grand-père a vécu les 2 guerres, ma grand-mère était née pendant la guerre, donc elle a moins de souvenirs. C'est certain que pour eux, être soldat, c'est une nécessité pour sauver, en fait. Puis mon grand-père a été soldat. Mon grand-père a été prisonnier par les Allemands pendant 3 ans et demi, coincé dans un camp de concentration, sans savoir si sa femme et sa fille, sa première fille, ma mère est née après, étaient encore en vie. Puis finalement, il est libéré. Puis je me souviens d'avoir vu beaucoup de conflits entre mon père, qui était donc le beau-fils de mon grand-père, et mon grand-père, justement, par rapport à l'utilité de l'armée et ainsi de suite. Et donc, pour moi, d'aller dire à mes grands-parents, tu sais, je remets absolument pas en cause ce que vous avez fait. Au contraire, c'est un sacrifice terrible que vous avez fait il y a quelques années. Mais juste savoir qu'avec le métier que j'ai, avec les études que j'ai, on ne m'enverrait de toute façon jamais au front. On va me demander d'être dans un hôpital parce qu'en parallèle, je faisais une maîtrise pour être thérapeute en psychomotricité et je suis allé travailler en fait avec des adultes handicapés mentaux pendant cette période d'objection de conscience. Donc, le service militaire d'1 an a été transformé à 1 an et demi en travail bénévole parce qu'on n'est pas payé pour pouvoir justement aider des adultes handicapés mentaux. Et là aussi, j'ai fait beaucoup d'expériences duquel la bienveillance est fondamentale, l'accompagnement et cette manière d'intervenir a influencé plusieurs en fait de mes collègues qui étaient là avant moi et qui vont par la suite amener des changements, je pense, positifs pour l'organisation et les personnes qui étaient là-bas. Bref, je continue mon bout de chemin. Pendant ma première maîtrise, en fait, une conférence qui va bouleverser ma vie, dans le sens que c'est un Belge qui a émigré au Canada, qui vit à Sherbrooke, et qui est venu faire une tournée de conférences à à Liège. Et en fait, quand je l'entends, je veux vraiment réexplorer. Sa conférence m'a ramené à ce que je voulais faire depuis que j'avais 12, 13 ans, c'est-à-dire psychologie, ça je le faisais déjà, mais surtout les neurosciences. À ce moment-là, ce n'était pas encore connu comme on en parlait aujourd'hui, mais sa conférence a vraiment, en fait, permis de me ramener mon intention, qui était de mieux comprendre comment le cerveau fonctionnait. Et à la fin de la conférence, il va dire, ceux qui veulent venir me voir à mon laboratoire, vous êtes les bienvenus. Je vais le trouver. Il va me donner sa carte d'affaires. Je présente un dossier à un organisme subventionneur. J'obtiens une bourse pour pouvoir arriver au Québec. J'atterris à Mirabel. Je fais du stop jusqu'à Montréal, j'attends le bus, place Émilie-Gamelin pour partir vers Sherbrooke, puis je regarde autour de moi. Hey, je suis enfin à la maison. Enfin, je suis chez moi. Et c'est très particulier parce que je peux vous dire que ça s'est passé le 10 avril 1992. Cette sensation d'être chez moi quand je suis au Québec, ça ne m'a jamais habité, ça ne m'a jamais quitté.
ça n'a jamais, ça a toujours été très, très présent. Alors, je suis un néo-québécois, je n'oserais pas dire que je suis un Québécois de souche, mais je suis surtout un Québécois de cœur. Et pour moi, en fait, c'est là que je regarde un petit peu quelles sont les opportunités et puis je rencontre en fait un groupe qui trouve très intéressant le background que j'ai, qui est prêt à m'engager, ce qui fait en sorte que mon immigration, parce qu'on a un super de beau projet, un projet humanitaire, va faire triper en fait la délégation générale du Québec, ce qui fait que quand ils prennent mon dossier, 30 jours après, j'ai l'autorisation de pouvoir immigrer. Mais finalement, le bailleur de fonds qui était censé subvenir à ce projet-là a préféré mettre son argent dans autre chose, ce qui fait que le projet a avorté. Et je me retrouve donc au Québec, je viens d'immigrer, puis j'ai rien du tout. Puis bon, ben, contre mauvaise fortune, mon cœur, il y a un gars que j'aimais beaucoup, j'ai fait 3 stages avec lui, parce que je suis venu 3 fois avant d'avoir mon immigration. Et je vais aller faire une deuxième maîtrise avec lui parce qu'il n'avait pas le droit d'accompagner des étudiants au doctorat. Donc, je décide à ce moment-là de faire une deuxième maîtrise avec lui et je me relance et je plonge encore plus dans les neurosciences jusqu'à aller faire mon doctorat en neurosciences à l'Université de Montréal par la suite. Et en même temps, pendant toutes ces années-là, je suis en couple avec une personne qui s'appelle Julie, que je respecte encore beaucoup. Elle a été très importante pour moi. On a été 7 ans ensemble et il y avait pourtant malheureusement quelque chose qui coinçait complètement parce que pour elle, en fait, la vie, c'était étudier et être à la maison ou faire du sport, mais être ensemble. Et chaque fois que moi, je voulais faire du bénévolat, chaque fois que je voulais faire une action caritative, ça crée toujours, en fait, des conflits. Et pour moi, le bénévolat restait quelque chose de fondamental. Et déjà que j'en avais envie, c'est une logique dans laquelle je suis depuis que je suis tout petit. Donc, pourquoi est-ce que j'arrêterais, tu sais? Et les conflits que ça pouvait occasionner avec elle ont fait en sorte que j'ai préféré, malgré tout, la quitter pour pouvoir arriver, en fait, à me respecter. Je la respecte toujours beaucoup. Ça fait 22 ans qu'on est séparés, puis on est encore amis, puis on se voit de temps en temps. Mais pour moi, c'était important parce que je ne pouvais pas imaginer, d'une manière ou d'une autre, ne pas être engagé dans un engagement humanitaire. Ça se fait différemment que ce que j'ai fait par le passé, mais ça reste quand même, en fait, que c'est fondamental pour moi. Alors, quelque part, ben, je me sépare de Julie. Je deviens, un peu par accident, président de l'Association des étudiants de la faculté de médecine. Et de là, un jour, je croise dans un métro un certain François Rebello, que vous avez peut-être connu comme fondateur de Force Jeunesse. Il a été un des premiers au Québec à encourager les investissements éthiques dans le domaine de la finance. Il a été député pendant plusieurs années pour le Parti québécois et il a fait partie des fondateurs de la CAQ. Mais donc François, en fait, me propose d'embarquer dans Force Jeunesse. Et pendant 6 ans, je vais être là-bas à travailler sur plusieurs projets de loi, travailler sur plusieurs projets sociaux. Je dois avoir fait 10, 12 commissions parlementaires. Ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on était quelques-uns, puis on se répartissait des dossiers, puis on réfléchissait. On passait notre temps à réfléchir aux enjeux, à réfléchir aux défis. On regardait les lois ou les avant-projets de loi. On allait voir sur le terrain qu'est-ce que ça amenait comme force et comme défi pour la population. Et puis, on mettait tout ça dans un document, on envoyait ça au ministre, et à ce moment-là, c'est ce qui faisait en sorte qu'on était invité aux commissions parlementaires. Puis juste avant que François Rebello, en fait, me contacte, en fait, m'invite à rencontrer, en fait, à m'intégrer dans Force Jeunesse, eh bien, en fait, j'avais écrit un document au ministre de l'Éducation, à cette époque-là, c'était François Legault, qui expliquer les défis que nous avions, nous, en tant que jeunes chercheurs, pour pouvoir démarrer notre carrière. Donc, parler des forces, des défis, mais surtout des solutions pour arriver à mieux arrimer le passage entre le moment où on est au doctorat et le moment où on peut éventuellement être professeur à l'université. Et donc, j'envoie ce document-là à François Legault, qu'il reçoit, qu'il transfère en fait au ministre de la Recherche de l'époque, qui est Jean Rochon. Et 2 jours après, je suis convoqué par M. Rochon, le docteur Rochon, et on va passer 3 heures en passant de la première à la dernière ligne de mon document, qui faisait 30 pages écrit en 10 points, où Jean Rochon va dire, OK, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est ça. Est-ce que je comprends bien ce que tu dis?
Éventuellement, j'ajustais ou je validais. OK, dans ta solution, voilà comment je la comprends, voilà ce que moi j'avais comme idée. Est-ce que ça va dans le même sens que toi? Puis, là encore, on échangeait. C'est quelque part participer comme ça à la démocratie, un peu par hasard, parce que pour moi, c'est par hasard. On peut faire des choses. Puis encore aujourd'hui, dans les actions que je fais, j'ai la chance de travailler avec Jean-François Roberge, qui a été, Jean-François vient aussi de Fort-Jeunesse. On a été conseillers ensemble, et puis lui a été président, et moi j'étais son vice-président pendant un certain temps là-bas. Euh, c'est de pouvoir arriver à comprendre les problèmes, les conceptualiser, puis proposer des solutions structurantes pour que une loi, une idée, un projet, un décret fasse le moins de dégâts collatéraux. Puis aujourd'hui, Jean-François est un des rares ministres qui ose avoir un groupe comme ça autour de lui pour se faire challenger et faire en sorte que justement les mesures qu'on propose aux enfants, c'est certain que la santé publique a son mot à dire, mais qu'elles soient les moins dommageables pour les étudiants. OK? Et donc, en fait, c'est vraiment une dynamique dans laquelle je me suis retrouvé dès mon application à Fort-Jeunesse. Et ça, avec toutes les autres petites choses que j'ai faites en parallèle, mais c'est ce qui a valu la possibilité d'avoir cette statuette décernée par Force Avenir en 2002. Et donc, comme je le disais, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Puis l'autre chose aussi, c'est que pendant mon doctorat, j'avais un plan de carrière. Je savais exactement ce que j'allais faire. Pourquoi est-ce que j'avais été travailler avec des sages? Parce que je voulais mettre des électrodes dans certaines zones du cerveau pour arriver à comprendre comment ces zones, justement, fonctionnaient entre elles. Et il y a des zones qui sont très intéressantes parce qu'elles vont intégrer nos émotions, notre cognitif, notre intellect, notre corps en mouvement et les sensations de notre corps en mouvement ou ce qu'on va faire avec notre corps quand on veut se déplacer. Donc, c'est une zone très, très intégrative. Et le directeur du centre de recherche où je fais mon doctorat me demande un petit peu, tiens, Joël, c'est quoi ton plan de carrière? Puis je lui expose ce que je viens de vous dire à l'instant. Et puis il me regarde, il a une petite barbe. Il me dit, Joël, est-ce que tu imagines le pouvoir que tu vas donner aux compagnies pharmaceutiques si jamais tes hypothèses se vérifient? Oups! En 30 secondes, mon plan de carrière vient de changer. C'est pas la première fois que j'ai une bonne capacité d'adaptation, mais c'est certain que cette question-là m'a amené, et quand je dis à l'image du professeur Tournesol, c'est que ceux qui connaissent l'univers de Tintin, dans l'affaire Tournesol, Tournesol avait inventé en fait un outil à l'aide de micro-ondes sonores que certaines personnes voulaient transformer en armes, et finalement, il a détruit ses recherches parce qu'il ne voulait pas que ce qu'il avait trouvé puisse servir en fait à détruire la vie d'autres personnes. Donc bref, je réoriente mon plan de carrière et quelque part, quelques semaines plus tard, je croise une personne qui, lors d'une conférence en fait qu'il donnait, qui se cherche quelqu'un qui est comme moi, qui a une certaine connaissance en politique, parce que c'est une conférence qui était en lien avec mon application dans Fort Jeunesse et le Conseil régional de développement de l'île de Montréal, qui cherche quelqu'un qui a une certaine connaissance en politique, donc, mais surtout qui a une connaissance en biologie et en psychologie, parce qu'il a un gros projet sur lequel il travaille, c'est notre relation en fait aux médicaments. Et donc, on va parler d'OGM, on va parler des médicaments qu'on utilise dans le sport pour augmenter la performance humaine. Et par la suite, je vais aller chercher une bourse spéciale pour regarder justement comment on gère les psychostimulants, surtout ceux qu'on donne en fait aux enfants pour qu'ils performent à l'école. Donc en fait, cette question de Serge Rossignol qui m'a amené à réorienter complètement la manière dont je voulais organiser ma carrière, mais c'est quelque part, c'est que ça m'a amené aussi à développer en même temps, je vous ai dit tantôt, je le disais avec Fort Jeunesse, mon application bénévole dans Fort Jeunesse, cette utilité d'être sur le terrain et d'amener des solutions structurantes, pour moi, d'être sur le terrain, ça fait partie de la solution. Donc, en même temps, au moment où j'ai quitté Fort Jeunesse en 2003, il y a quelque chose qui me manquait. Et je voulais refaire de la clinique parce que la réalité des choses, elle est sur le terrain avec les personnes qui sont en fait qui sont présentes, qui vivent des défis, qui rencontrent des difficultés, et comment comprendre un petit peu ce qu'elles vivent pour essayer de proposer des solutions structurantes au niveau plus global. Alors, je vais le faire à travers des livres, je vais le faire à travers des conférences, je le fais actuellement à travers des comités ministériels, mais ça reste que cette action bénévole-là, elle était pour moi encore et encore importante, puis ça fait vraiment partie de ma colonne vertébrale, ça fait partie de mon essence. Et
c'est un peu différent peut-être que ce que j'ai fait auparavant avec des opérations 11-11-11 ou le miel équitable dont je vous parlais tantôt, mais pour moi, d'être engagé socialement, ça a toujours du sens. Et pour le même temps que j'avais quitté ma première conjointe parce que pour moi, c'était essentiel, c'est un choix que je referais encore aujourd'hui. C'est certain qu'aujourd'hui, j'ai une réalité de papa, euh, et que je dois tenir compte que j'ai une vie de famille, mais en même temps, ça a pris encore tellement beaucoup d'espace dans ma vie depuis le début de la crise parce que ça permet de faire d'une différence dans la vie des gens. Ce pas nécessairement des choses qui sont très médiatisées. Au contraire, j'en parle très peu. Je suis beaucoup moins dans les médias depuis 8 mois que ce que je l'étais auparavant. Mais en même temps, je sais que je peux faire quelque chose et que cette expertise que j'offre, en fait, va faire en sorte, je l'espère, de diminuer les impacts collatéraux que ça peut avoir sur les personnes autour. Et en même temps, ben, vous voyez, c'est que je me surprends encore à trouver que je suis juste un petit cul. Et ce petit cul se demande parfois encore ce qu'il a comme place dans le monde bizarre. Et quelque part, euh, l'action bénévole a son sens. On a des réunions très, très fréquemment avec le ministre de l'Éducation et son équipe. Et à un moment donné, on donne beaucoup de choses. J'ai organisé un colloque qu'on a offert gratuitement au mois de juin dernier. Il y a 9000 personnes qui se sont inscrites. L'objectif, c'était d'aider les enseignants à planifier de manière sereine la rentrée scolaire. Il y a ce colloque qui s'organise, il y a les rencontres avec le ministre, il y a ma clinique qui continue, il y a les activités de formation que je fais en parallèle. Et puis, on arrive au mois de juillet. Et là, tout s'arrête du jour au lendemain. Pouf! L'impression, le down que j'ai vécu, peut-être qu'il y avait une baisse d'adrénaline aussi qui explique un peu cette baisse de down, mais je me suis rendu compte que le bénévolat que je faisais depuis le début de la crise sanitaire, c'est comme si ça donnait du sens à cette crise. Cette crise est absurde. Il y a tellement d'incohérences qui se passent. Je respecte les règles, c'est correct. Puis je ne voudrais surtout pas être à la place de M. Legault pour prendre les décisions qu'il prend pour le moment. D'accord? Je suis conscient des impacts collatéraux que ça peut avoir pour les gens qui sont coincés dans cette crise, que ce soit ici en Belgique ou en Europe, parce que je suis en contact aussi avec beaucoup de gens en Europe qui sont confrontés à la crise de la même manière que nous. Il y a tellement de choses qui ne se font pas de sens, mais les choses font du sens quand je suis impliqué comme bénévole, quand je suis impliqué dans une cause humanitaire. Et d'où ça n'a pas pris longtemps pour que, avec deux amis, on se relance, celle avec laquelle on avait organisé le colloque au mois de juin, on se relance dans un gros projet qui, je l'espère, va aider beaucoup d'enseignants à être solides, à être sereins dans ce qu'ils font, de manière à faire en sorte que ils puissent être capables de mieux accompagner les enfants et les adolescents qui sont en fait dans leur classe. Alors, je terminerai par cet acétate. Quand on regarde un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui des neurosciences, ce qu'on connaît comme neurosciences globales, donc pas juste ce qui se passe au niveau cellulaire, mais qu'on analyse la manière dont fonctionne le cerveau et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a un cerveau qui est en santé. Vous savez, notre cerveau va atteindre sa pleine maturité seulement entre 40 et 45 ans. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart de nos neurones sont en place déjà au moment où on est, mais c'est notre capacité à créer des synapses, d'accord, qui fait en sorte que le cerveau devient mature. Quand on n'est pas bienveillant envers un enfant ou envers un adolescent, on bloque ce processus de création de synapses. Mais quand ce processus de création de synapses se met bien et que l'enfant, même s'il rencontre des moments qui sont difficiles, il peut compter sur d'autres choses, sur d'autres personnes qui sont autour de lui, qui vont croire en lui, qui vont l'accompagner, qui vont lui permettre d'être une personne à part entière, de se donner le droit de vivre, eh bien, le processus de maturation du cerveau se met en place. On voit par exemple que des jeunes qui n'ont pas rencontré suffisamment de gens sécurisants pendant leur enfance ou leur adolescence, bien, au début de l'âge adulte, ils vont les rencontrer. Et si vous saviez le nombre de jeunes adultes qui reçoivent un diagnostic de TPL, borderline, à 20 ans, et ce diagnostic a disparu à 40 ans, tout simplement parce que ils ont rencontré la bonne personne dans leur vie. Ils ont peut-être un métier qui fait du sens pour eux. Ils sont dans un environnement qui fait du sens. Ils sont probablement impliqués dans leur communauté. Parfois, c'est juste de donner un 2 $ peut-être à quelqu'un qui fait une quête pour un organisme. D'autres fois, la personne est impliquée dans une activité. Moi, je me souviens de mon instructeur de voile, qui est un gars qui l'a eu rough pendant son enfance et son adolescence. Et même encore l'âge adulte, il a fait des conneries. Je me demande même si je me souviens bien, il a fait de la prison. Puis il a rencontré à un moment donné la bonne personne qui est devenue son épouse. Et ce lien de confiance, d'être reconnu dans les yeux de sa femme,
et de ses enfants. Puis en même temps, il a découvert la voile. Donc, il s'est engagé dans la voile et dans cet amour que sa petite famille lui donnait, bien, sa vie a complètement basculé. Le lien est tellement important. Et le cerveau ne demande qu'une seule chose, c'est d'être mature, c'est de se développer, c'est de donner de meilleures ressources. D'accord? Alors, quand on regarde, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un cerveau est en santé ou pas? Eh bien, on se rend compte que plus on a une attitude positive face à la vie, qu'on encourage la joie, qu'on encourage le plaisir de vivre, et plus à ce moment-là, le processus de défragmentation va se faire. Le cerveau va être en santé. Mieux on gère notre stress émotionnel, qu'on donne du sens à notre vie, plus notre cerveau est en santé. Plus on maintient des activités intellectuelles, il n'y a rien de pire pour le cerveau que de regarder Occupation double. Donc, si vous voulez devenir sénile, si vous voulez devenir Alzheimer, regardez Occupation double. Pourquoi Occupation double? Parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire dans la vie de tous les jours. Donc, choisissez des activités intellectuelles. Ça peut être à travers un film. Les films sont très, très utiles pour imager des enjeux sociaux. OK? Mais faites des bons choix. Améliorer la qualité de notre nourriture. D'accord? Combien les déjeuners, les petits déjeuners sont essentiels pour les enfants quand ils vont à l'école et qu'ils n'ont pas mangé à la maison, et à quel point des organismes qui donnent justement à manger aux gens de la bonne nourriture, de la nourriture de qualité, ça fait en sorte qu'ils vont un peu moins chez McDo et ça fait en sorte que leur cerveau et leur corps vont mieux grâce à ça. Quelque part, l'activité physique. Mais plus on fait de l'activité physique, plus on est dans notre carrière, plus on est impliqué et moins on s'encroute et plus notre cerveau est en santé, notre corps aussi. Puis c'est une chose, c'est apprendre à faire confiance au processus de la vie. C'est probablement une des choses les plus difficiles actuellement quand on regarde la crise dans laquelle on est, mais plus on arrive à faire confiance à la vie, un peu comme le lâcher-prise que j'ai vécu au moment où ma voiture est partie en pirouette, j'ai lâché tout. Il n'y avait plus rien qui existait. J'ai juste lâché. J'ai pas résisté. Et probablement que ce lâcher-prise, cette non-résistance a fait en sorte que dans les culbutes que la voiture a faites, la voiture était complètement détruite. La chance que j'ai eue probablement, c'est que la veille, il y avait eu 30 centimètres de neige qui était tombée, donc il y a eu un coussin de neige qui m'a sauvé la vie. Mais ça fait aussi que je n'étais pas en résistance. Et le fait de ne pas être en résistance, mais mon corps a accepté le mouvement. Bon, j'ai perdu conscience pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais toujours est-il que cette acceptation de ce qui se passe et de faire ce qu'on a à faire là où on est, une chose à la fois, de donner du sens à notre vie à travers le bénévolat, à travers l'implication sociale, mais c'est ce qui fait en sorte que notre cerveau va être en santé. Puis on peut rajouter la méditation, on peut rajouter la prière, on peut rajouter la contemplation, il y a plusieurs choses. Et quand on regarde en fait le document qui présente justement les 15 bénéfices du bénévolat sur la base de la science, d'accord, mais quelque part, vous vous rendez compte que les 15 objectifs rencontrent exactement les différents éléments que je viens de vous présenter en fait sur ces slides. Alors voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter ce matin. J'espère que pour vous, ça a pu contribuer aussi à construire votre petite part de bonheur. En tout cas, j'espère. En tout cas, merci à vous. Un grand merci, Dr. Monzé. J'ai introduit votre conférence en rappelant qu'on ne pouvait pas illuminer le chemin d'un autre sans illuminer le nôtre. Je crois que vous venez complètement de confirmer cette affirmation. Nous avons quelques questions de la part des participants. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous auriez des conseils pour gérer harmonieusement engagement social, vie de famille et travail? Moi, je pense que il y a des situations parfois qui sont très difficiles à réconcilier. Et ce que j'ai vécu avec Julie à l'époque où on était ensemble, dans une situation pareille, ce n'est pas réconciliable. Ce n'est pas faisable. Parce que c'est trop... ça rentre trop en confrontation avec l'autre personne en tout cas, qui était dans ma vie à ce moment-là. Et je respecte comment elle voyait les choses, j'étais juste pas en accord. Et comme je l'ai mentionné plusieurs fois à travers la présentation aujourd'hui, pour moi, être impliqué en tant qu'être humain dans la vie sociale, que ce soit à travers une action caritative, un organisme bénévole ou à travers les autres activités que je peux faire actuellement, pour moi, c'est un
c'est pas quelque chose sur lequel j'étais prêt à négocier. Ça ne veut pas dire que je n'aurais pas été prêt à faire attention à ce qu'il y ait un équilibre. Et j'ai un équilibre avec ma femme aujourd'hui. On est là comme parents, il y a notre vie professionnelle, il y a ma vie comme bénévole, comme personne impliquée, mais il y a notre vie comme parent qui est là. Je ne peux pas aider une personne si la personne qui a le plus besoin de moi, c'est-à-dire mon fils, mes beaux enfants aussi, ils sont des jumeaux jumelles qui ont 16 ans aujourd'hui, je ne peux pas être bénévole dans une activité si je ne tiens pas compte de la réalité de mes deux grands, mais surtout de mon garçon de 11 ans et de la réalité de ma femme. Parce qu'on est une équipe, on est une équipe. Mais je crois que Mélanie sait très bien que si elle me demandait d'arrêter ce que je fais, moi, je me fanerais tellement fort qu'elle ne voudrait pas être en train de vivre avec l'homme que je deviendrais. Et chose très curieuse, puis vous avez peut-être vu ça aussi autour de vous. Quand on est ado, on est plein d'idéaux, on est plein on rêve d'un monde différent, on veut faire notre part, on veut quelque chose. Il y a une puissance de vie chez l'ado qui parfois part tout croche, d'accord, mais qui est très forte. Et ce que je remarque, c'est avec les ados, mes amis de l'époque où j'étais au secondaire, quand on essaie de refaire le monde, qu'on le fasse à l'école ou autour d'une bière, OK? Mais ceux qui l'ont fait, ceux qui sont restés fidèles, sont restés en santé. Et tous les autres, aujourd'hui, sont affectés par des maladies chroniques. Donc, pour moi, l'engagement social, ça fait partie de ce que l'on est. Mais l'engagement social, ça ne veut pas dire qu'on doit le vivre de la même manière. Ma conjointe ne le vivra pas de la même manière que moi. Elle n'a pas à le vivre de la même manière que moi. Donc, il y a un équilibre. Là, il faut un partage. Il faut que l'un et l'autre se rendent compte que pour qu'on soit la personne qu'on est vraiment, il faut qu'on se respecte et il faut qu'on respecte l'autre. On n'est pas là pour combler les manques de l'autre. Je peux comprendre qu'il y a des gens autour de nous qui ont vraiment, je pense que c'était le drame pour mon ex-conjointe, qui avait tellement besoin que je sois à côté d'elle quand on n'était pas en train de travailler, que c'était intolérable. Puis ce qui avait de fou, c'est qu'on travaillait au même endroit, donc on vivait ensemble. On, on voyageait ensemble jusqu'à l'Université de Montréal. Nos laboratoires étaient l'un à côté de l'autre et on revenait ensemble. On était tout le temps ensemble. Mais si je partais une demi-heure, une heure pour faire du bénévolat, pour faire une activité X, Y, Z, il y avait une panique chez elle. Donc, quelque part, c'était pas possible. Dans une situation pareille, ben, j'ai préféré la quitter, respecter qui elle est, mais en même temps me respecter surtout. Et pour moi, c'est toujours resté clair. Et puis, avec Mélanie, quand je l'ai rencontrée, ben, c'est certain que je lui ai dit, écoute, c'est ça ma vie. Si tu as le goût, on va la partager ensemble. Mais il y a un équilibre. On s'entend que si mon fils vit quelque chose de difficile, ben, je ne peux pas l'abandonner parce que je fais autre chose. C'est certain que si je donne une conférence ou que j'ai une réunion, je peux aller faire cette conférence ou donner la réunion. Mais après, il faut que je prenne du temps de qualité avec lui. Il faut que je m'assure d'être là. Mais je ne veux pas non plus être là juste au moment où il vit quelque chose de difficile. J'ai envie de le voir rire, j'ai envie de le voir pleurer, j'ai envie de le voir avoir du plaisir. Donc, il faut que je passe du temps de qualité avec lui. Donc, il y a une recherche d'équilibre. Et ça, les conversations, les échanges qu'on a avec notre partenaire de vie sont essentiels. Et je crois que si j'étais tout le temps parti, ben, je ne respecterais pas non plus mon mandat de père et de conjoint envers ma famille. Donc, partager et comprendre qu'il y a un équilibre qui doit se faire et favoriser cet équilibre-là. Et cet équilibre va dépendre de chacune des familles, de chacun des environnements, de chacun des travaux. Si je suis médecin et que je travaille 80 heures par semaine dans une urgence, peut-être que le bénévolat va être difficile parce que je travaille déjà 80 heures par semaine. Mais bon, je ne suis pas médecin, je ne travaille pas 80 heures par semaine. Je travaille beaucoup, mais mes actions caritatives sont aussi devenues une partie de mon travail. Mon engagement social, c'est aussi une manière de travailler. Donc, j'ai transformé ma foi dans l'humanité, j'ai transformé mes actions humanitaires en métier. Donc, quelque part, là aussi, je trouve que quelque part, il peut y avoir un équilibre qui va se faire à travers ça. Mais si j'étais mécanicien dans le garage du village, ben, ça aurait été différent. Mais peut-être qu'à ce moment-là, de temps en temps, j'aurais pu faire une réparation gratuitement pour une dame qui est monoparentale et qui en arrache. C'est aussi ça du bénévolat.
tout à fait. Merci. Une autre question pour vous concernant les dernières informations que vous nous avez transmises. Est-ce que vous avez des exemples d'aliments qui sont bons pour le cerveau? De la même manière que je vous disais de ne pas regarder Occupation Double, je dirais, n'allez pas chez McDonald's et dans les chaînes. Parce que dès que vous êtes dans de la nourriture industrielle, pour être capable de pouvoir vendre la nourriture à un prix que vous êtes prêt à mettre pour l'acheter, que le commun des mortels peut le faire, d'accord? Un burger à 2 $, pas sûr que ce qu'il y a dans le burger soit l'idéal. Pas sûr non plus que ce qu'il y a dans la mie de pain ce soit l'idéal pour votre corps. Donc, quelque part, allons le plus possible vers des aliments qui ne sont pas préparés par le magasin. Si vous allez dans un restaurant, allez-y moins souvent, mais choisissez un restaurant de qualité pour vous assurer que la nourriture que vous allez ingérer soit une nourriture qui a de fortes chances, en fait, d'être de bonne qualité. Mais sinon, pour le reste, faites vos sauces à spaghetti. Faites votre nourriture à vous. Le moins possible de la nourriture industrialisée. Si déjà vous feriez ça, OK? Eh bien, quelque part, vous auriez déjà de la meilleure nourriture pour votre cerveau. Je vous dirais, on parle d'antioxydants. Mangez des bleuets et du lac Saint-Jean. Plus vous mangez d'antioxydants, plus vous réduisez l'acidité à l'intérieur de votre corps. Donc, si jamais il y a un virus qui frappe à la porte, d'accord? Eh bien, vous allez pouvoir avoir les ressources nécessaires pour que votre système immunitaire soit plus adéquat pour pouvoir lutter contre le virus. Parce qu'un corps qui n'a pas bien mangé, c'est un corps qui est plus acide. Un corps qui gère mal les émotions, c'est un corps qui est plus acide. Donc, les radicaux libres, c'est une manière, en fait, de désacidifier votre corps pour que votre corps soit en meilleure santé. Et ça va faire que l'acidité qui est dans le cerveau va, en fait, être moindre. Donc, vos neurones, il y a moins de risques qui vont mourir, seront moins attaqués, seront moins grugés par l'acidité dans laquelle va baigner votre cerveau. Et j'ai envie de dire, on va parler aussi des huiles oméga 3, on va parler de la vitamine B12. Donc, je pense qu'il y a plusieurs moyens de faire en sorte qu'on puisse aller mieux. Merci. Merci beaucoup, Dr. Monzé. On n'a pas d'autres questions actuellement sur le clavardage. C'était une conférence et un témoignage très intéressant, très enrichissant. Nous sommes très reconnaissants de votre participation à notre activité de ce matin. C'est ce qui conclurait notre activité que nous avions prévue pour nos membres et nos partenaires. Je vous rappelle que demain, c'est la Journée internationale des bénévoles. Surveillez les médias, surveillez les réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas l'illumination de 2 monuments très importants au Canada, le stade olympique, donc le mât du stade olympique, de même que l'illumination des chutes Niagara qui se fera demain soir à 22 h avec rediffusion en direct. Alors, merci à tous pour votre engagement et surtout, n'oubliez pas de remercier vos bénévoles tous les jours, mais particulièrement demain, dans l'occasion de la Journée internationale des bénévoles. Merci. Au revoir.